L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, toujours en compagnie de Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Salut messieurs. Bonjour. Salut à toi. Alors, bilan cette semaine, l'heure est au bilan. Ça se peut qu'on pleure, on vous le dit tout de suite. Il y en a d'autres qui vont jubiler cependant, mais vous allez voir que côté vente, ça a été assez difficile dans la belle province, surtout par rapport au reste du pays. Donc, on va aussi parler de la Jaguar XJ220, qui est une voiture qui m'a fait fantasmer dans les années 90, que j'avais vue physiquement pour la première fois au Salon de l'Auto de Montréal, si ma mémoire est bonne, c'est en 94. Alors, on va parler de ça avec Hugues, chronique rétro. Quelques actus pour commencer, avec évidemment d'abord l'ouverture du Salon de l'Auto de Montréal, Salon international de l'Auto de Montréal, qui reçoit plus de constructeurs cette année, même si c'est pas encore tout le monde qui est là. Oui, ben des constructeurs se sont ajoutés. Hein. Je pense que c'était BMW qu'on attendait depuis un bout de temps. Ouais. Mais il y a aussi Audi, Mercedes, etc. qui sont de retour. Évidemment, les Tesla, vous allez voir le club Tesla qui va être là aussi cette année. Puis il y a beaucoup de voitures à vendre, soit dit en passant. Les voitures des constructeurs de voitures de luxe, on avait la grosse collection de M. Poirier l'an dernier. Elle ne sera pas là cette année, mais on va avoir d'autres constructeurs comme McLaren et puis Automobile, etc. Je pense qu'ils vont nous présenter des voitures exotiques. Ouais. Donc, ça va être de retour. Bien évidemment, les habituels Hyundai, Kia, etc. Donc, quand même, une bonne trentaine de marques, si je ne me trompe pas, au Salon international Auto de Montréal. Le Guide de l'auto va être là, évidemment, dernier kiosque du salon pour pouvoir faire dédicacer vos livres ou pouvoir faire l'achat du Guide de l'auto 2026. Certains absents, évidemment, cette année, là, je pense que ça, c'est les logos ou les marques que j'ai vues qui ne sont pas sur le site Internet du site du Salon de l'auto, là, comme VinFast, Mazda, Honda, Polestar et Porsche sont absents du site. Donc, peut-être qu'on va voir... et Mazda, ça fait encore mal. Hein? On va peut-être voir des véhicules de ces marques-là sur le plancher. Hein. Des fois, il y a des groupes de concessionnaires, etc. Mais pour les marques, là, ils vont être absents cette année. Bon, fait que c'est moins pire que l'année passée. Là. Oui, absolument. Et ça s'améliore d'année en année. Hein. Dans les dernières années, là, en sortant de la pandémie, nous, on est le dernier kiosque au Salon de l'Auto et les gens arrivaient à notre kiosque et disaient « C'est tout! C'est terminé! » C'est que ça? Et des fois, on se faisait chicaner. Puis on disait, j'ai envie de vous dire, surtout l'année où on avait rempli un étage avec des VTT puis des chaloupes. Là. Ça avait grogné un petit peu. Là, il va y avoir une section overlanding, là, off-road, etc. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette section-là, mais il y a de plus en plus de constructeurs qui évidemment, présentent des véhicules qui sont axés pour ce genre d'activité-là. Donc, on va peut-être voir quelques concepts, quelques équipements dans ce sens-là, mais ça ne sera pas des VTT ni des bateaux. Là. On sera là, évidemment, pour vous présenter le Guide de l'auto, ceux qui ont besoin de conseils, qui veulent venir nous rencontrer, nous jaser ou avoir un autographe dans le guide. On est là. T'es là quand, toi, Louis-Philippe? Moi, je suis là dimanche, mardi, mercredi, jeudi et dimanche avec toi le dernier dimanche. Ouais. OK. Hugues? Le premier vendredi, le lundi et le deuxième vendredi. Parfait. Moi, je suis là les 3 derniers jours du week-end et le lundi 19 de jour. Fait que ceux qui veulent venir nous rencontrer, ben, vous avez maintenant nos disponibilités. Ouais. Petit recap aussi du salon du CES, qui est le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Pas grand-chose en automobile cette année. Hein? Oui, ben, on se rappelle, dans les dernières années, les constructeurs ont comme un peu envahi ce salon-là parce que c'est le salon qui présente les gadgets, la technologie, et puis on a voulu se coller là, avec le salon, je pense à la série 0 de Honda, par exemple, qui a présenté tout plein de concepts. VinFast aussi était là avec le concept Wild, qui était la petite camionnette. Puis il y a aussi eu toutes sortes de véhicules qui ont été un petit peu des échecs ou qui sont jamais arrivés. Là. Je pense à Faraday Future une année, là, où est-ce que le véhicule avait la commande d'aller, il y avait comme un summon, là, le véhicule pouvait venir vers son propriétaire et le véhicule a comme stallé sur le stage. Ça avait été comme des essais qui avaient fonctionné et pas fonctionné. Et puis là, ben, dans
la dernière année C'était pas le Wagoneer S, ça? Non? Okay. Non. Dans la dernière année, hein, on l'a vu, là, on va en parler plus tard dans le bilan, mais évidemment, il y a eu un petit peu un retrait là, des règles gouvernementales et aussi de l'engouement pour les véhicules électriques. Donc, le CES est redevenu qu'est-ce que le CES devait être au départ. C'est-à-dire une vitrine pour les nouvelles technologies, une vitrine pour les gadgets et tout ça. Donc, sans mentionner il faut mentionner quand même qu'il y a eu des constructeurs, il y a eu des présentations automobiles. Tu sais, Hyundai était là, par exemple, mais on montrait des robots qui étaient très agiles, développés en collaboration avec Boston Dynamics. Boston Dynamics, si vous ne connaissez pas cette compagnie-là, c'est celle qui a développé les chiens robotisés. Les premiers chiens qui courent très vite. Là, c'est très affolant à regarder. Mais le robot a une bine un petit peu plus sympathique que le chien de Boston Dynamics. Et puis, c'est un robot articulé essentiellement qui veut rivaliser avec celui de Tesla. Là. C'est pas écrit, mais c'est pas mal ça. On veut montrer qu'on veut présenter des trucs comme ça. Évidemment, je mentionne aussi Sony et avec la Afeela. Évidemment, Sony et Honda en collaboration. Ce véhicule-là, on l'a vu plusieurs fois au CES. On l'a vu à l'extérieur du CES. Mais de façon évoluée, parce que là, on a un pseudo VUS alors qu'on jouait la berline dans le passé. Là. Exactement. Donc, c'est un véhicule qui ressemble aux autres véhicules électriques, mais une vitrine technologique encore pour Honda qui arrive avec sa propre plateforme finalement pour les véhicules électriques, avec Sony qui va développer toutes sortes de technologies. Conduite autonome, intelligence artificielle. Exactement. Etc. On voit sur la partie supérieure du véhicule toutes sortes de capteurs. Là, donc, on va s'attendre à ce que ça soit une vitrine plus qu'une forme de véhicule de production pour tout de suite. Par contre, le CES est là pour ça, pour développer ces trucs-là. Vous devriez le voir dans le guide de l'auto 2027 dans la rubrique prototype. Ah oui, exactement. Deux dernières affaires. Évidemment, les constructeurs chinois étaient là, avec Zeekr, Great Wall, etc. Eux autres, ils manquent pas un moment de venir dans des salons un petit peu alternatifs où est-ce que le climat est un petit peu moins hostile qu'à Détroit ou à Los Angeles, mais qui peuvent quand même présenter leurs technologies qui sont, on va se le dire, très évoluées. Oui. Puis, évidemment, pour terminer, je n'ai pas besoin de dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'intelligence artificielle dans tous les gadgets et tout ce qu'on a présenté. Intelligence artificielle qui commence évidemment à pénétrer là, l'industrie de l'automobile à vitesse grand V. Yeah. Absolument. Nous voici maintenant rendus au segment Stellantis de la semaine. C'est maintenant officiel, Stellantis qui retire l'entièreté de sa gamme hybride rechargeable, autant chez Chrysler que chez Jeep. Alors, les 4XE qui devaient faire la pluie et le beau temps dans la gamme Jeep il y a à peine un an, on sait maintenant que ça n'arrivera pas. On nous avait promis une technologie 4XE dans le Grand Wagoneer. On nous l'avait promis aussi dans le Gladiator. Oui. Ça n'arrivera pas, mais non seulement ça n'arrivera pas, on retire ça du Grand Cherokee, du Wrangler également. Oui, évidemment, c'est en Amérique du Nord pour le moment. Les modèles affectés, Wrangler, Grand Cherokee, la Chrysler Pacifica aussi, puis le Hornet. Il y a le Hornet, j'avais oublié. Pourquoi je l'avais oublié? Ah oui, parce qu'on n'en vend pas. Parce que tout le monde l'a oublié. Ouais, c'est ça. Donc, on retire cette technologie essentiellement en Amérique du Nord pour se concentrer sur une technologie hybride qui va arriver, évidemment, puis aussi pour continuer à travailler sur des modèles et des moteurs qu'on a déjà, parce que c'est ce qui est beaucoup plus payant dans les temps actuels. On va le conserver dans le tonneau, j'imagine. J'imagine que oui. On n'a pas étudié cette question-là, mais forcément, on va le conserver, ça c'est sûr. Mais pour la Pacifica, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu un désaveu. C'est-à-dire qu'on a lancé cette technologie-là en cours d'année 2016 ou 2017 dans la Pacifica et d'avoir une 60aine de kilomètres d'autonomie électrique dans une fourgonnette, c'était quand même une formule intéressante. C'est exclusif, là. Tu sais, puis on en a vendu une quantité considérable. Ça n'a pas été particulièrement fiable. Ça a été très en dents de scie au niveau de la fiabilité. Mais quand même, ça avait cet avantage par rapport au reste de la compétition. On ne l'a pas fait évoluer, on ne l'a pas amélioré d'un iota. Et 10 ans plus tard, on fait juste, c'est le cas de le dire, tirer la plug.
Mais je trouve ça triste qu'on enlève ça carrément du marché. En même temps, c'est un peu transitoire par rapport à une fourgonnette de nouvelle génération qui pourrait être lancée dans les années à venir sur la plateforme STLA, qui pourtant peut recevoir de la technologie hybride rechargeable, de l'essence comme de l'électrique. Alors, on verra ce qui arrivera là. Mais je pense que c'est à la fois la demande descendante pour la technologie combinée avec le paquet de problèmes de fiabilité de la technologie 4XE qui a fait en sorte qu'on a décidé, ces Jeep en Amérique du Nord, de juste retirer ça du marché. J'en parlais récemment. J'ai un ami personnel qui a un Grand Cherokee 4XE. Ça fait pratiquement 4 mois que le véhicule est au garage. On n'est même pas capable de régler le problème. C'est cauchemardesque, sans compter le fait que la dépréciation sur ce véhicule-là est épouvantable. Le concessionnaire n'en veut même pas dans l'usager. On est là. Alors, tu sais, c'est un camion de 90 000 là. Et t'es pris avec ça. Quelqu'un qui a payé ce montant-là pour un véhicule qui ne fonctionne pas et qui ne vaut rien sur le marché de l'occasion, bien évidemment, c'est rien pour améliorer la réputation du constructeur. Et ça donne surtout pas le goût au consommateur de s'en racheter un autre, même si c'est à essence traditionnelle. Tu restes avec un petit goût amer dans la bouche. Moi, je dirais pas petit. Alors, on retire ça du marché, mais on n'a pas mentionné qu'il y avait d'alternatives pour remplacer ça. Oui, il y a le Cherokee hybride qui va arriver peut-être un jour. Oui, cette technologie-là, c'est l'alternative espérée, évidemment. Puis dans tous les autres produits, là, peut-être qu'on est capable de capitaliser sur ça du côté de l'hybride. Ça va être un hybride traditionnel, mais pour l'instant, je pense qu'on se concentre sur ce qu'on a déjà. Puis c'est ce qu'on a vu là, dans les derniers mois là, chez Stellantis, un peu... faire le ménage sur ce qui n'est pas profitable et remettre des chiffres en vert sur les chiffriers là, Excel. Et ça sera rien pour améliorer les chiffres de vente du Wrangler qui, eux aussi, dégringolent et sont maintenant dans l'ombre de ceux du Ford Bronco. Fait que ça va être un autre pas de recul pour le Jeep Wrangler qui est l'image de la marque, là, littéralement. Alors, il y avait un bel avantage en ce qui me concerne à pouvoir profiter de cette technologie-là dans le Wrangler, dans la mesure où tu as un couple instantané. Ouais. C'était un moteur qui était populaire aussi. Là. Les gens l'achetaient. Là. Ben, ils l'ont acheté avec les subventions, mais là, ils l'achètent beaucoup moins. Il y a ça aussi. En même temps, on arrive avec le Recon. Et ça va peut-être répondre au désir de ceux qui veulent garder de l'électrique dans la gamme Jeep en ayant un véhicule qui s'apparente un peu à un Wrangler, même si on s'entend que c'est pas exactement la même chose. Nissan, j'ai envie de vous dire qu'il y a des affaires peut-être un peu plus urgentes à régler chez Nissan que ça. Mais ce qu'on a dévoilé cette semaine, c'est un revampage stylistique léger de la Z. Oui, bien, on n'a pas le choix chez Nissan de parler de Nismo, de parler des voitures sportives, parce que qu'est-ce qui arrive en ce moment? Quand tu dis des voitures sportives, est-ce que tu pourrais m'en nommer, s'il vous plaît? la Z. C'est pas mal. Et la Z. Oui, mais des voitures sportives futures ou des déclinaisons de voitures, des déclinaisons sportives de voitures actuelles, je pense qu'il ne faut pas lâcher ce morceau-là chez Nissan parce qu'on est en train de tout remanier. La production change, on veut dévoiler des véhicules qui sont plus intéressants. On veut attirer de l'attention à la gamme, à la marque. Et puis ça passe par des véhicules forts ou des véhicules qui sont le fun, qui paraissent bien dans de la publicité puis dans des salons. Et la Z en est une. C'est pas un véhicule qui avait évolué. Même quand il a été introduit, je pense qu'il y a 3 ans de ça, c'est pas un véhicule qui était très évolué de sa prédécesseur. Là. On avait un châssis qui était modifié. On prenait le moteur de 400 chevaux qu'on connaît très bien. L'Infiniti, c'est ça. Exactement. Et puis, c'est un véhicule qu'on voyait toutes les composantes à l'intérieur demeurer un peu qu'est-ce qu'on connaissait de la marque. Et ça demeure la même chose pour 2027. Là, je parle, c'est un modèle 2027 qui a été dévoilé au Tokyo Auto Salon. Le modèle 2026 qui s'en vient, qui n'est pas encore commercialisé, ne sera pas comme ça. C'est actuel. Là, aux États-Unis, il est là. Puis ça demeure le même véhicule, mais ça nous donne un aperçu de 2027. Essentiellement, qu'est-ce qui a changé? C'est quelques petites itérations au niveau physique là, du véhicule. On a réduit le coefficient de traînée aérodynamique là, de 1,0.
Et puis, la transmission manuelle maintenant dans le modèle Nismo qui est offert. Et puis, on a mis des suspensions particulières à ce même modèle-là. Mais essentiellement, vous regardez le véhicule, c'est pas mal la même chose. Ouais, exactement. Ouais. Au retour, on parle avec Hugues de la Jaguar XJ220. Le guide de l'auto. Il fut une époque où Jaguar était un peu en meilleure posture qu'aujourd'hui, parce que en fait, ça existe à peu près plus. Mais dans les années 90, c'était tout autre. Hugues, tu nous présentes la XJ220, voiture magnifique. Avec des lignes à couper le souffle, un moteur au pédigré de compétition et le titre de voiture la plus rapide du monde, la XJ220 avait tout pour laisser une trace dans l'histoire similaire au Porsche 959, Ferrari F40, voire McLaren F1. Eh bien, meilleure chance la prochaine fois. Alors, le contexte de développement de cette voiture-là, c'est quoi? Dans les années 50, Jaguar s'est taillé un solide palmarès sportif en remportant, entre autres, 5 victoires aux 24 heures du Mans. Par contre, dans les années 70, Jaguar lutte pour sa survie, alors la course automobile, vous comprenez. Mais les choses commencent à changer à partir de 1982, lorsque la marque s'associe avec un homme clé pour le reste de notre histoire, Tom Wilkinshaw. Ce pilote britannique a débuté sa carrière en 1968 avant de créer sa propre équipe en 1976, Tom Wilkinshaw Racing, TWR. L'écurie fait courir des Jaguar XJS en championnat d'Europe des voitures de tourisme, championnat dont elle remporte le titre pilote en 1984, avec le patron derrière le volant. En 1985, Jaguar et TWR tournent leur attention vers les championnats de voitures de sport, IMSA et Groupe C, avec la XJR 6. Suivront les XJR 8 et XJR 9, cette dernière gagnant les 24 heures du Mans en 1988. Quand est-ce que le développement de la XJ220 débute, là, vraiment? Début 1985, Jim Randall... On recule, là, quand même. Ouais. Wow. Okay. Jim Randall, directeur du département d'ingénierie de Jaguar, émet l'idée de construire en interne une voiture susceptible de courir en groupe B, à l'image de Ferrari avec sa 288 GTO ou de Porsche avec sa 959. Mais la marque n'a pas de budget pour réaliser un tel projet. Il va alors s'appuyer sur 12 ingénieurs bénévoles qui développeront l'auto en dehors de leurs heures de bureau. Ce groupe prendra le nom de Saturday Club, puisque se réunira essentiellement les samedis. Randall produira une maquette en carton à l'échelle 1/4 de sa vision, inspirée par le concept XJ13 de 1966, mais le style final sera réalisé par Keith Elthett. Les phares avant, sous des panneaux amovibles, sont similaires à ceux de la XJ41, un modèle qui aurait dû remplacer la XJS au début des années 90, mais qui sera au dernier moment annulé par Ford, avant de servir de base à l'Aston Martin DB7. La XJ41 a aussi été dessinée par Keith Elthett autour de la même époque. Toujours par manque de budget, Randall demande l'aide gratuite de sous-traitants anglais, leur offrant en échange de la visibilité ou de futurs contrats avec Jaguar. Pour le moteur, c'est logiquement le V12 maison qui est choisi. D'une cylindrée de 6,2 litres, il reçoit de nouvelles culasses multi-soupapes et une lubrification par carter sec, comme sur les moteurs de compétition. La puissance annoncée sera de 500 chevaux. La transmission, quant à elle, est une première pour la marque puisque les 4 roues sont motrices. Sa conception est confiée à FF Développement, une compagnie fondée en 1971 en reprenant les brevets développés par Ferguson Research. C'est cette société qui avait fourni la transmission intégrale de la première auto de route à 4 roues motrices, la Jensen FF, pour Ferguson Formula, voiture produite de 1966 à 1971. FF Développement œuvrera sur plusieurs autos de rallye du groupe B dans les années 80. Le châssis et la carrosserie font largement appel à l'aluminium. L'aérodynamique est travaillée pour obtenir un maximum d'effet de sol avec 2 extracteurs à l'arrière combinés à un aileron mobile. L'accès à l'intérieur se fait par 2 porte-papillons. Là, on découvre un habitacle tendu de cuir Connolly avec des vitres électriques, la climatisation, une radiolecteur CD Alpine, des sièges chauffants et une instrumentation ultra complète, comprenant 4 compteurs installés sur la porte. Donc, bon, là, la XJ220 est officiellement dévoilée. C'est pas exactement la voiture qu'on avait initialement imaginée. Alors, la XJ220 est montrée à la direction juste une semaine avant son dévoilement au Salon de l'Auto de Birmingham. Quand même, hein? John Egan, président de la marque, valide le projet.
Le nom est choisi en écho à la XK120 de 1949, dont le chiffre reflétait la vitesse maximale, soit 120 000 à l'heure. Le concept serait théoriquement d'atteindre les 220 000 à l'heure, 354 km/h. L'auto est finie le 18 octobre 1988 aux petites heures du matin, avant d'être immédiatement expédiée au salon où la presse la découvrira à 11 heures. Wow. Et là, dire que l'enthousiasme est palpable est encore en dessous de la vérité. Les lignes font rêver et les chiffres de performance annoncés par Jaguar aussi. 320 km/h en pointe, le 0 à 160 en 8 secondes. Il se raconte que la marque aurait reçu 50 chèques en blanc avant la fin du salon. Ce qui est certain, c'est que plusieurs acheteurs potentiels ont laissé des dépôts conséquents. La XJ220 ne devait être qu'une auto laboratoire, mais elle est en passe de devenir une réalité pour quelques grands chanceux. Étonnamment, l'annonce officielle de sa mise en production n'arrivera qu'en décembre 1989. Il faut dire que la marque a eu d'autres urgences à gérer. Le développement des XJ40 V12 et XJ41 problématiques et surtout le rachat par Ford en novembre 1989. Ouais. On murmure que le géant américain aurait validé la XJ220 pour faire passer la pilule de l'acquisition auprès du public anglais. Et il va maintenant falloir assurer le développement de la voiture de série, ce qui est une autre histoire. Et oui, et Jaguar n'a pas toutes les ressources en interne pour assurer le développement final de l'auto et se tourne alors vers TWR. Les deux sociétés ont créé une compagnie commune, Jaguar Sport Ltd, en 1987 pour les activités de compétition. Jaguar Sport crée à son tour Project 220 Ltd pour la conception et l'assemblage de l'auto. Le programme est dirigé par Mike Morton, un ancien de Ford Motorsports. Et il va avoir du pain sur la planche car, que ce soit pour des raisons politiques ou pour garantir la viabilité économique du projet, de nombreuses modifications vont être réalisées par rapport au concept. La première est le changement du moteur. Ouais. Le V12 atmosphérique disparaît au profit d'un V6 biturbo de 3,5 litres. Ce bloc a des origines pour le moins étonnantes. Il a été conçu pour l'Austin Metro 6R4, une voiture créée pour courir en rallye groupe B. Dessiné par David Wood et d'une cylindrée initiale de 3 litres, le V64V utilise la base technique du Rover V8 de 3,5 litres ex-Buick. Ah ben oui. Et voilà, ce qui explique son ouverture à 90 degrés et un peu du Cosworth DFV. La métro est présentée en mai 85 et commence à courir durant la saison 85. Malheureusement, l'arrêt brutal du groupe B à la fin de la saison 86 entraînera l'annulation du développement de la 6R4. Tom Wilkinshaw, on le retrouve, rachète les droits et les pièces de ce moteur en 87. Il l'installera dans les XJR10 et XJR11 qui courront entre 89 et 91. Cependant, les Jaguar Victorious du Mans en 88 et 90 conserveront le V12 de 7 litres. Ouais. Le passage du V12 au V6 dans la XJ220 est justifié par des raisons d'encombrement, de poids et de normes de pollution. Mais il se dit que Wilkinshaw aurait pris la décision d'implanter le V6 aussi pour amortir son investissement dans le bloc Rover. En devenant JV6 chez TWR, le V64V passe à 3,5 litres et reçoit 2 turbocarrettes T03 refroidies par eau. Dans la XJ220, il produit 542 chevaux et 475 livres-pieds de couple et autorise un 0 à 60 000 à l'heure en 3,6 secondes. Ensuite, la transmission intégrale passe à la trappe. Elle est publiquement jugée inutile, mais en interne, elle est évaluée comme trop complexe et sa suppression diminue le coût de développement de l'auto tout en abaissant son poids à 1470 kg. FF Development modifie ses dessins et fournit une boîte 5 rapports pour propulsion avec un différentiel à glissement limité par viscocoupleur. Tous ces changements mécaniques ont un impact sur la carrosserie. Grâce au moteur plus court, l'empattement est réduit de 20 cm et passe à 2,64 mètres. Les entrées d'air latérales sont agrandies pour mieux refroidir les turbos. Ouais. L'aileron arrière devient fixe, les portes papillons sont supprimées et les feux arrière proviennent de la Rover 200. La XJ220 est intensivement testée en soufflerie et présente un CX de 0,36. Toujours pour simplifier le développement, l'ABS est éliminé et ni les freins ni la direction ne bénéficient d'une assistance. Une usine dédiée à la XJ220 est construite à Bloxham, dans l'Oxfordshire. Elle est inaugurée par la princesse Diana en octobre 1991. Ouais. Les moteurs proviennent de chez TWR. Les 10 premiers exemplaires de pré-série sont testés personnellement par Tom Wilkinshaw. Jaguar entend fabriquer une auto par jour et a annoncé une production limitée à 350 exemplaires. Les livraisons commencent en juin 92. Mais ça se passera pas comme on avait prévu. Évidemment.
Si Jaguar avait été inondé de précommandes, le chiffre de 1400 précommandes est évoqué, la réalité a bien évolué en un peu moins de 4 ans. De nombreux clients sont mécontents des changements mécaniques et annulent leurs commandes. Certains iront même jusqu'au procès pour pouvoir briser le contrat et récupérer leurs acomptes. Dans certains cas, il s'agit simplement d'une bonne excuse. En effet, la récession du début des années 90 frappe en plein et certains n'ont plus les moyens de se payer l'auto. Ouais. Car le prix est passé de 250 000 livres au moment de l'annonce en 89 à 470 000 livres au moment de la commercialisation, soit environ 1,08 million de dollars canadiens de l'époque. Et puis, l'accueil de l'auto est quelque peu mitigé. Les performances spectaculaires et la tenue de route sont saluées, mais la stabilité est jugée limite. L'absence de direction et de frein assisté, le coffre à la contenance ridicule, la mauvaise visibilité, la finition intérieure légère, la largeur excessive, 2,22 m de large avec les rétroviseurs, font que la XJ220 apparaît plus à sa place sur une piste de course que sur une route ouverte, ce qui est paradoxal. Et ce n'est pas son titre de voiture la plus rapide du monde qui semble arranger les choses. Le record est réalisé à Nardo en juin 92 avec Martin Brundle au volant. Un premier passage atteint 341,6 km/h, mais Brundle explique que le moteur est sur le rupteur. Pour un deuxième passage, le régime du rupteur est relevé et les deux pots catalytiques sont enlevés. Ils absorbaient environ 60 chevaux. La vitesse maximale est établie à 349,3 km/h. La XJ220 reste à ce jour la Jaguar de route la plus rapide, mais elle n'aura pas réussi à atteindre exactement les 220 000 à l'heure de son titre. En plus, ce record ne tiendra pas longtemps puisqu'en août 93, la McLaren F1 atteindra les 372 km/h sur ce même circuit. Bon, on en a produit combien finalement? On avait prévu d'en faire 350, mais combien on en a produit? Eh bien, au final, Jaguar ne produira que 275 XJ220, plus 6 XJ220S avec des phares fixes, plusieurs fibres en carbone et un moteur poussé à 690 chevaux. Et la marque aura de grandes difficultés à les écouler, le dernier exemplaire étant vendu à rabais en 1997. Incroyable, hein? Ouais. L'usine de Bloxham arrêtera la fabrication de l'auto en avril 1994 avant d'être transférée à Aston Martin, aussi propriété de Ford à ce moment, pour assurer la construction de la DB7 ex-Jaguar XJ41, une belle ironie. Après la reprise par Ford, TWR est progressivement relégué au second plan et la structure Jaguar Sport est dissoute également en 1994. Clairement, la marque passe à autre chose. Merci Hugues. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Heure est au bilan, mesdames et messieurs. On va parler chiffres de vente avec la liste des chiffres qu'on a ici. Je pense qu'on peut commencer en mentionnant que les ventes se sont quand même bien portées en 2025 sur le marché canadien. Tout compte fait, là, avec comment que l'année s'est déroulée politiquement et avec les problèmes de logistique, les changements de réglementation. Je pense qu'on a une année plutôt stable en général. Oui, exactement. Alors, les ventes, j'ai ça ici. On a vendu, en fait, 2% d'augmentation de vente à l'échelle canadienne, pratiquement 1,9 million d'unités vendues, 1 897 058 véhicules ont été vendus à l'échelle canadienne. Et de ce nombre au Québec, c'est là que ça fait mal. C'est la seule province qui a subi une baisse de ses ventes. Bon, on pourrait dire avec la Colombie-Britannique qui est en baisse de 0,6 %. Alors ça, c'est symbolique, mais au Québec, c'est une baisse de 3,2 %, ce qui est significatif, honnêtement. Et c'est directement dû au fait qu'on a vu les ventes de véhicules électriques fondre comme neige au soleil. On va vous décortiquer tout ça par constructeur et vous allez voir que au Québec, ça a fait mal dans le cas de certains modèles. Chez Audi, si on commence avec le constructeur Audi, 10,6 % d'augmentation de vente. C'est quand même significatif. Au Canada? Oui, au Canada, bien sûr. Là, on parle uniquement des chiffres canadiens. Bon, évidemment, même chez les voitures, on a vu une augmentation des ventes. Alors, souvent, on voit une baisse des voitures, une augmentation des VUS, mais ici, c'est exactement la même chose. C'est 10,6 % pour les VUS, 10,4 % pour les voitures. Et ça s'explique évidemment par la nouvelle génération de la A5, la A3 qui a gagné en popularité aussi. Certainement pas à cause de la e-tron GT qui, elle, s'est vendue à 53 copies à l'échelle canadienne
prochaine, en 2025. Alors, disons que ça, c'est passé dans le champ. Et évidemment, ben, le nouveau Q5, pas besoin de vous dire que ça a connu un succès monstre. 15 000 copies qui ont été vendues. En fait, 14 998 exactement. Mais c'est évidemment pratiquement la moitié. En fait, c'est la moitié des ventes du constructeur Audi. Pas la moitié, pardon. Mais c'est 35 % des ventes, grosso modo, du constructeur Audi, là, facilement, avec la seule gamme Q5. BMW, augmentation de 4,7 % pour le groupe, 2,4 % pour la marque. Évidemment, quand je dis le groupe, ça comprend aussi Mini. 2,4 %. Donc, on s'est un peu moins battu chez BMW que chez Audi. Et en fait, chez BMW, on a vendu moins de voitures que chez Audi. Mais BMW fait face à un gros dilemme de taille en ce moment. Et c'est un point dont on peut discuter parce que j'ai discuté pas plus tard que cette semaine avec le relationniste de BMW, Jean-François Taylor, en lui demandant ce qu'on comptait faire pour composer avec la situation des contre-tarifs, parce que l'ensemble, la quasi-totalité des VUS BMW sont fabriqués aux États-Unis et plusieurs d'entre eux sont fabriqués qu'aux États-Unis. Alors, absolument. pour le marché mondial, pas besoin de vous dire que pour le Canada, ça fait mal. Il y a eu des augmentations de prix de 3-4 % dans certains cas, mais rien pour se rapprocher de ce que coûte en supplément l'importation de ces véhicules-là sur le marché canadien. On est à évaluer la possibilité de fabriquer le X3 du côté de l'Afrique du Sud en ce moment, mais uniquement pour le marché canadien. Alors ça, c'est possible, mais tout le reste, ça va demeurer à Spartanburg. Et évidemment, il faut composer avec la situation actuelle. Alors, BMW importe des véhicules en quantité peut-être un peu plus limitée au Canada. Augmentation de prix qui ont été, dans certains cas, considérables, dans d'autres, plus raisonnables. Mais il y a des défis, clairement, du côté de chez BMW. Ne soyez pas surpris si vous voyez dans la prochaine année beaucoup de promotions pour le iX3, qui, lui, est fabriqué en Hongrie. Évidemment, c'est un véhicule électrique, alors on va essayer de le pousser davantage au Canada, ça c'est clair, mais BMW fait face à un défi en ce moment. Et puis, le véhicule le plus vendu du côté de chez BMW, sans surprise, c'est le X3, suivi de près avec le X1, qui se vend quand même très bien lui aussi, mais qui est fabriqué du côté de l'Europe, non pas des États-Unis dans son cas. 70 XM ont été vendus. Il y a quand même, c'est beaucoup. C'est ça. C'est étonnant. Moi, je suis comme étonné qu'il y ait 70 personnes qui ont dit « Ah oui, j'en veux un ». Mais ça, bon. Mini, là, il y a eu des augmentations significatives. Nouvelle génération du Countryman. Et comme c'est le seul véhicule un peu à volume, on pourrait dire, c'est pas surprenant de voir les augmentations. Alors, 22 % d'augmentation du côté de chez Mini. Ford est encore le constructeur qui a vendu le plus de véhicules sur le marché canadien en 2025. C'est du monde, là. On a vendu 293 897 véhicules, 5,5 % d'augmentation dans un marché qui a monté de 2 %. Pour un généraliste, c'est quand même exceptionnel. Tout à fait. Les ventes de Mustang sont stables. Alors, c'est la seule voiture qu'on vend. On est stable de ce côté-là. Il y a un truc qui me fascine. Le Ford Escape s'est vendu, augmentation de vente de 6,2 % pour l'Escape, 32 956 unités ont été vendues et on le retire du marché. Ouais, mais on garde le Bronco Sport qui s'est vendu à 21 839 unités, avec lequel on a eu davantage de problèmes de fiabilité et sur lequel on a mis beaucoup de rabais pour les liquider. Les augmentations de vente ont été un petit peu plus grandes dans le cas de ce véhicule-là, mais on l'a poussé beaucoup plus. Alors, c'est très particulier de voir ça. Le Bronco, c'est essentiellement la même chose. Et sinon, Ford Explorer, ça, c'est incroyable. 38 % d'augmentation de vente. Le Maverick, 101 % d'augmentation de vente. On a ouvert les vannes, clairement. Mais c'est la série F de Ford, là. 138 470 unités vendues. 3,4 % d'augmentation de vente.
faut quand même souligner que ça comprend le Lightning, que ça comprend tous les camions Super Duty, et Ford rassemble tout ça. La série F, c'est pas juste le F-150, c'est ça, la série F. C'est ça. Et je trouverais ça intéressant de pouvoir décortiquer davantage les chiffres parce que les camions Super Duty se vendent en grande quantité, mais je pense pas que le Lightning va avoir un impact significatif. Chez nous, au Québec, oui, là, mais dans le reste du Canada... Tu regardes aux États-Unis, là, chez Ford, tu prends le Maverick, le Ranger, et puis le F-150, et c'est 10% d'augmentation comparativement à l'an d'avant. C'est ça. Des ventes, là, c'est extraordinaire aux États-Unis. Puis ça se reflète clairement chez nous aussi. Là. Lincoln a vu ses ventes monter de 17,8%. Là, vous allez dire, mais que s'est-il passé? Ben, c'est le Nautilus. Alors, c'est le véhicule de fabrication chinoise qui a volé la vedette. 4500 copies qui ont été vendues, 34% d'augmentation de vente de ce côté-là. General Motors, ben, on suit le marché, 1,9% d'augmentation de vente. On n'a pas dépassé le cap des 300 000. Je vous disais tantôt que Ford était le constructeur qui avait vendu le plus de véhicules. C'est faux. En fait, c'est General Motors. Je me suis trompé dans mes affirmations. Ford, désolé. La marque séparée, qui doit être encore numéro 1. Non, le constructeur Ford a vendu 293 000 unités. On est à 299 chez GM. Et GMC a vendu 100 000 véhicules tout juste. En fait, c'est fascinant. 100 303 véhicules en 2025, 100 203 en 2024. Alors, c'est ça. Et puis, ne soyez pas surpris d'apprendre que la fourgonnette Savannah a vu ses ventes augmenter de 39% en 2025, probablement parce que c'est un véhicule extrêmement moderne au niveau de sa conception. Chez Buick, 24% d'augmentation. Au lancement de la Savannah dernièrement, toi, la nouvelle Savannah? Non. Dans une autre vie, oui. Je l'ai manqué, celle-là. 24% d'augmentation de vente chez Buick, 7,7% chez Cadillac. Impressionnant quand même parce qu'on a beaucoup d'électriques chez Cadillac. Lyric, Optique, Vistic, tout ça. Ce sont des véhicules qui ont gagné un peu en popularité parce qu'ils n'étaient pas là l'année d'avant. Mais il y a d'autres véhicules qui ont un peu plus souffert. Les voitures chez Cadillac se sont vendues un peu plus que l'année d'avant, mais ce sont des chiffres, disons, symboliques. Sauf que j'ai hâte de voir le résultat de l'an prochain chez Cadillac parce que avec la dégringolade du marché de l'électrique, ben là, on a éliminé beaucoup de véhicules. Le XT4, le XT6 qui s'en va, que va-t-il arriver? Ça, c'est à suivre. C'est une bonne question. C'est quand même considérable. La Corvette, chez Chevrolet, 4,6% de baisse de vente. Ça dégringole un peu. Ça commence à être un petit peu plus difficile à vendre, la Chevrolet Corvette. Là. Ça fait quelques années qu'elle est là quand même. 2019. Mais 2026, on a une nouvelle planche de bord. Je pense que les amateurs vont se laisser séduire par ça. Peut-être un peu plus. Et là, on rentre dans le sujet qui est un petit peu plus difficile. Chevrolet, les véhicules à volume, c'est quand même très important. Et ce sont les électriques qui ont mangé une volée, là, clairement. Le Blazer à essence, on comprend pourquoi les ventes sont en baisse. On le retire du marché à 34% de baisse de vente. Mais le Blazer EV, à l'échelle nationale, c'est 63,2% de baisse de vente et 71% dans la seule province de Québec. Ça fait mal, pas à peu près. Du côté de l'Equinox, on sait que c'était une vedette québécoise. 40,8% de baisse de vente au Canada, 53% au Québec. Alors ça fait mal. Silverado, Sierra, les ventes sont stables. Littéralement, on est dans les mêmes chiffres. Donc, on essaye autour d'à peu près 110 000 copies si on combine les deux véhicules. Le Traverse a vu ses ventes monter de 83%. Ça fait du bien à Chevrolet. Et un autre véhicule qui a été bien populaire chez Chevrolet, c'est le Trax. C'est le véhicule le moins cher. Et c'est souvent la solution unique pour ceux qui veulent avoir un véhicule de marque américaine à budget raisonnable. Alors, tous ceux qui vivent, par exemple, dans des régions un peu éloignées ou dans des petites villes où il n'y a que des concessionnaires de marque américaine, ben la seule option,
c'est le Trax. Parce que, évidemment, Stellantis n'a rien, Ford n'a rien. Sinon, ben, on monte un peu en gamme avec le Trailblazer, mais c'est un véhicule qui est moins populaire. Alors, le Trax a quand même connu de belles augmentations de ventes de son côté, ce qui fait que GM est à peu près, à, comme je le disais, 300 000 unités. Honda, 4,3 % d'augmentation, 141 000 véhicules vendus, ça comprend Acura. Et même chez Acura, 9,4 % d'augmentation. Mais évidemment, ce ne sont pas des gros chiffres. 13 000 véhicules vendus, 772 Integra. Alors, c'est pas du volume, dommage. c'est symbolique. La TLX, évidemment, retirée du marché. En fait, le sauveur, c'est le ADX, parce que c'est un nouveau produit dans la gamme. Mais je dis le sauveur, on aurait pu s'attendre à des chiffres pas mal plus élevés que ça. 2375 copies qui ont été vendues. Ce qui fait un peu plus mal, c'est de voir, par exemple, un RDX en baisse de 16 %. C'est vraiment... C'est le véhicule à volume qui commence à perdre de son... De son cachet, de son attraction. Ça fait 6 ans qu'il est pareil, fait qu'on comprend pourquoi. Et le ZDX a une forte augmentation, mais n'est pas vivant pour le voir. Non, c'est ça. Évidemment. Il y a eu une forte augmentation. On mais l'a retiré. on en très a vendu rapidement. 260, puis on en avait vendu 115 l'année d'avant, c'est et ça. on n'en vendra plus. On n'en vendra plus. C'est tout. Alors, terminé. Chez Honda, en fait, l'accord, c'est surprenant. Ce sont des petits chiffres, encore une fois, mais 23 % d'augmentation de vente. La Civic est en baisse de 2,3 % à 31 000 unités, mais demeure la voiture compacte la plus vendue, a dépassé les chiffres de la Corolla. Et on a vendu 73 préludes, mais évidemment, elles se sont vendues juste avant que les fêtes arrivent, alors c'est pas un vrai chiffre. Le CR-V est en hausse de 1,1 %. Ça, pour moi, j'ai presque envie de vous dire que c'est un échec. Pourquoi? Parce que s'il y a un véhicule sur lequel on a mis beaucoup d'emphase chez Honda, c'est celui-là. 55 987 unités vendues. C'est impressionnant. C'est ce qui fait vivre le constructeur, certes. Mais considérant les efforts, considérant l'offre de la technologie hybride en plus grand nombre dans la gamme, l'arrivée de la version Trail Sport, le fait qu'on ait lancé le modèle 2026 en juin 2025 pour, évidemment, essayer de damer le pion le plus possible à Toyota, aux autres constructeurs, c'est un résultat qui est un peu décevant en ce qui me concerne. Est-ce que les gens commencent à trouver que le CR-V a de l'âge? C'est une bonne question, il faudra regarder, mais il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là parce que honnêtement, on se serait attendu à un peu mieux. Et on s'entend, là, c'est un super chiffre. Oui, tout à fait. Mais dans le contexte, et sachant que c'est le genre de véhicule qui se vend de plus en plus, on se pose des questions. En même temps, le budget des familles canadiennes se resserre de plus en plus, surtout chez nous au Québec. Et souvent, on va voir des gens passer des modèles qu'on appelle compacts à sous-compacts, qui sont rendus des compacts alors que les compacts sont rendus des intermédiaires. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, le HR-V, qui est certainement pas un véhicule nouveau et qui est certainement pas un véhicule particulièrement désirable, lui a vu ses ventes monter de 7 %. Alors, est-ce qu'il y a une clientèle chez Honda qui serait passée du CR-V au HR-V? Question de budget, il y a peut-être une partie de la réponse de ce côté-là. Sinon, Passport, augmentation de vente de 68 %, c'est la nouvelle génération, on n'est pas surpris. Le Prologue, 1000 unités de vendues, mais bon, il n'y en avait pas l'année d'avant, fait que ça s'applique pas. Ce qui fait que le constructeur Honda se retrouve finalement dans une position relativement intéressante pour l'année 2025. Hyundai, 11,3 % d'augmentation de vente, 154 000 unités de vendues. Alors, juste pour vous donner une idée, Honda est à 128 000. Fait que Hyundai, c'est très impressionnant comme chiffre. Ça roule. L'Elantra, augmentation de vente de 18,7 %. Alors, on se rapproche très sérieusement de la Corolla et de la Civic. Et on a des modèles plus abordables là, du côté de l'Elantra. Oui, mais on a un modèle hybride, on n'a pas de version hatchback, on n'a pas, on n'a pas l'étendue de la gamme qu'on va retrouver du côté de Honda et Toyota, mais les ventes sont en hausse et on en manque.
Vous allez chez un concessionnaire Hyundai, vous voulez une Elantra, c'est difficile de vous en livrer une. Ioniq 6 baisse de 16,3 %. La Sonata, augmentation de 22 %, mais bon, c'est 2600 unités, alors c'est pas la fin du monde. Et c'est là que le bas blesse. Ioniq 5, on en avait vendu 13 484 en 24. On en a vendu 4 773 en 25. 64,6 % de baisse de vente pour l'Ioniq 6. Et attention, 72 % pour le marché du Québec. Alors, elle a fait mal. Kona, on est à peu près à la même place, à 5,7 % d'augmentation. Palisade s'est bien vendu aussi. Le Santa Cruz, les ventes sont en baisse, n'en soyez pas surpris. Il n'existe plus sur le marché canadien. 36 % de baisse de vente. Tucson, le Hyundai Tucson, 40 % d'augmentation. Alors, on est à 41 840 unités. Là aussi, on se rapproche dangereusement de Honda avec le... Bon, il y a encore un écart considérable, là, mais avant, c'était du Ça n'a simple au jamais double. été comme ça. Ah ouais. Mais non, ça n'a jamais ça été se réduit comme ça. Donc régulièrement. Plus d'hybrides, des versions plus performantes. Mieux Le équipé que dans le bas de XRT gamme. qu'on a retiré par après, mais bref, une gamme plus intéressante. Ça fait ce que vous voyez là comme résultat. Et preuve qu'il y a des gens qui regardent leur portefeuille de plus en plus. 30 % d'augmentation de vente pour la Venue. Alors, voilà. On n'est pas c'est surpris. la hein. on n'est pas surpris. Alors, c'est ça. Ouais. Genesis, 16,8 % d'augmentation de vente, mais 22 % de baisse de vente pour les voitures. Alors, on comprend que ce sont des VUS qui sont vendus. Et c'est évidemment le GV70 qui a été le véhicule populaire. Et l'électrique, le GV60, lui, s'est vendu à 160 unités. J'ai assisté au dévoilement du GV60 Magma. Ouais. Je me demande encore pourquoi on met de l'énergie sur cette bébite-là qui n'a plus aucun intérêt pour le marché actuel. C'est tellement niché comme produit. On verra ce qu'on va faire avec Magma chez Genesis, mais c'est pas avec... le GV60, c'est un drôle de véhicule à lancer une marque haute performance là, électrique. Ben oui, comme tu sais, ça. c'est ça. C'est comme le pire, celui que j'aurais choisi en dernier. Là. C'est celui qui se vend le moins après la G90 qui s'est vendue à 38 unités, mais qui a quand même eu une augmentation de vente de 72 % parce qu'on en avait vendu 22 l'année d'avant. Bon, enfin bref. Jaguar, 1095 véhicules vendus cette année, dont 847 F-Pace. On a vendu 31 E-Pace. Ça fait comme 2 ans et demi que c'est plus sur le marché. Fait que c'est du vieux stock qu'on écoule encore une fois. Il y a des bonnes affaires qui ont été faites. Et que va-t-il arriver par la suite? Parce que on vient de terminer la production du F-Pace. Ouais. Alors, c'est le champ du signe. Là, ils réindustrialisent, ils repartent. On a vu des concepts camouflés, même des véhicules camouflés, là, c'est une grande berline là, chez Jaguar, mais ça va prendre plus que ça pour redémarrer. Ça va être intéressant, mais je ne mettrais pas beaucoup d'argent sur Jaguar, moi, personnellement. Exactement. La Kia K4, alors Kia, 94 000 véhicules vendus, 9,2 % d'augmentation. Près de 14 000 K4 ont été vendus l'année passée. Alors, on prend du galon dans ce marché-là. On va chercher des parts de marché. C'est impressionnant. C'est une voiture qui est très intéressante. On n'a juste pas d'hybride et ça fait un peu mal. Ouais. Mais bon. Et du côté des camions ou des VUS chez Kia, évidemment, c'est le Seltos là, qui vole la vedette. 13 % d'augmentation de vente. Le Niro s'est très, très bien vendu aussi. Beaucoup de gens se sont intéressés à l'hybride, 45,9 %. On a mis de forts incitatifs sur l'électrique aussi. Alors, si la plupart des électriques ont vu leurs chiffres plonger, dans le cas de la Niro, ça a été le contraire. Et tout le contraire par rapport à l'EV6. Tenez-vous bien, 82,1 % de baisse de vente à l'échelle canadienne pour le V6, 86 % dans la province de Québec. Ouf. Le Telluride, ça fait mal aussi avec l'arrêt d'importation à 36 % de baisse de vente. On s'en est quand même relativement bien sorti chez le constructeur Kia. Land Rover, on parle d'une marque avec des véhicules quand même assez coûteux. Plus de 3000 Defenders se sont vendus.
Et ça me fascine parce que c'est un véhicule qu'on a lancé en 2020, qui n'a pratiquement pas évolué. On a multiplié les versions, bien sûr, mais c'est juste en 26 qu'on apporte de petits changements cosmétiques pour la première fois. Et les ventes n'arrêtent pas d'augmenter, 9,5 d'augmentation. C'est le véhicule que JLR avait besoin. Là. Ouais. Ah, c'est Absolument. le sauveur, là. C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Tu sais, sur 9475 véhicules vendus, il y a 3100 Defender. Fait que c'est le véhicule à volume avec le Range Rover Sport qui, lui, a vu ses ventes monter de 23% aussi. Fait qu'il y a quand même encore des gens pour qui ça va assez bien au niveau financier. Le bilan est plus positif chez Land Rover que chez Maserati. On peut dire ça. Parce qu'évidemment, 9400 copies vendues chez Land Rover, 395 chez Maserati. Ça, c'est facile. Mazda, 81 000 véhicules qui ont été vendus. Et la Mazda 3, 37% d'augmentation de vente. C'est une très bonne nouvelle. Ben oui, très absolument. CX5 qui continue de bien se vendre aussi malgré son âge. On a vendu 12 MX-30 et on salue Denis Leclerc. Mercedes, 8,4% d'augmentation de vente. Grosso modo, ce sont des VUS qui ont volé la vedette. Mais le coupé CLE s'est démarqué. On voit ça un peu. Classe S, 300 copies. Bon, on est à peu près là-dedans. Le véhicule à volume, c'est le GLC, 8747 unités. Et de belles ventes pour le Sprinter. Il est un fourgon très important pour le constructeur. Mitsubishi, ben là, ça fait un peu mal parce qu'évidemment, le PHEV n'étant plus subventionné, ben, on a vu les ventes dégringoler. Alors, moins 4,1% chez Mitsubishi. Mais le PHEV a vu ses ventes baisser de 37,7% à l'échelle canadienne, 52% au Canada. Alors ça fait mal. Nissan, on est en augmentation de 6,5% à 109 000 véhicules, mais 14,7% de baisse pour Infiniti. N'en soyez pas surpris. Non. Et évidemment, ben, chez Nissan, c'est le Rogue là, qui est encore le véhicule super populaire. 36 000 unités vendues du Rogue, 10% d'augmentation de vente. Pathfinder a baissé. Le Kicks, c'est super bien vendu, mais c'est le Kick qui reprend évidemment le flambeau. Alors ça sera à observer pour l'année prochaine. Mais évidemment, pas besoin de vous dire que du côté de l'Aria, ça a été un peu moins reluisant. 54% de baisse de vente au Québec, 48% sur le marché canadien. Porsche, moins 3,5%. Est-ce qu'on avait mis un petit peu trop d'emphase sur l'électrique? Ça se peut. Stellantis, ben parlons-en, 114 000 véhicules vendus, 11,7% de baisse de vente. C'est moins violent que l'année passée. Et ce qui est drôle, c'est que les fourgonnettes sauvent les meubles. Ouais. Oui. C'est quoi? 64% d'augmentation de vente pour la marque Chrysler parce qu'on a vendu plus de grands caravanes de Pacifica. C'est quand même ironique. Ouais. La Fiat 500 en hausse de 90% à l'échelle canadienne, 44% au Québec. Ce sont des chiffres symboliques, là, quand même. Et ce qui fait mal, évidemment, c'est les pick-up. Là. Ram, moins 25%. Le Grand Cherokee, moins 27%. Le Gladiator, moins 40%. Le Cherokee, on ne le compte pas. D'ailleurs, c'est des restants d'unités de 2023. Tout ce qui était les vaches à lait, là, c'est en train de dévisser. Wagoneer, moins 43%. Wrangler, moins 9%. Alors ça fait mal, évidemment. Subaru, 4,3% d'augmentation de vente. Et c'est évidemment le Crosstrek qui continue à prendre des parts de marché. 15% d'augmentation, c'est quelque chose. Tenez-vous bien, Tesla. On est à 66% de baisse de vente à l'échelle canadienne, 80% pour la Model 3 et 88% au Québec, 60% pour l'Y et 78% au Québec. Et il y a quand même 1072 acheteurs qui ont décidé de faire un chèque pour se procurer
un Cybertruck. Alors ça, c'est quand même quelque chose. Et Toyota, 250 000 véhicules vendus, 249 445 pour être un peu plus précis. Non, le RAV4 n'a pas battu son record de l'année passée. La Corolla, 25 105 unités. On est à quelques centaines d'unités de plus que l'Elantra. Ça me fascine. Ouais. J'ai hâte de voir si l'Elantra va un jour dépasser cette voiture-là. Lexus RX, qui est un véhicule encore à volume, le NX aussi. Mais dans le cas du RAV4, on a une légère baisse de 2,6 %. Ouais, c'est un véhicule qui était un modèle enfin là, de génération. C'est expliqué là, par le changement ouais. de génération. Ouais. Mais ça s'explique aussi par le fait qu'on a déchanté sur les ventes de Toyota RAV4 Prime ou PHEV. Parce que là, on peut s'en procurer chez les concessionnaires. Ils en ont en stock. Ouais. C'était jamais arrivé avant 2025. Et là, évidemment, avec le retrait des subventions ou la diminution sérieuse, c'est ça. Ça fait mal. Juste comme ça, BZ4X, au Québec, moins 60 %. Alors, bienvenue dans le monde de l'électrique. Chez Volkswagen, c'est le ID4 qui a fait mal. Moins 65 % au Québec, moins 46 à l'échelle nationale. Il n'y a pas grand-chose qui s'est bien vendu chez Vaux. On a suivi le marché, en fait. 2,8 % d'augmentation dans un marché qui a monté de 2 %. Il s'est vendu pratiquement 1000 Golf R de plus que de GTI. La Jetta est encore une fois la preuve que les voitures à budget se vendent un peu mieux. 15 800 copies de vendues, 34 % d'augmentation de vente. Et sinon, c'est le Taos qui a connu une belle augmentation. Chez Volvo, 8,2 % d'augmentation. Mais je vous le garantis, c'est la dernière fois. Parce que avec la moitié de la gamme qui disparaît pour 2026, je pense pas qu'on va voir ça de sitôt l'année prochaine. Alors, c'était beaucoup de chiffres, beaucoup de nombres, une analyse fait une fois par année, tous ces chiffres dans la même je commence à manquer de salive. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'émission est terminée et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Merci tout le monde. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.